Une forte pluie tombée dans la nuit d'hier à aujourd'hui fait des dégâts importants à Kongoussi dans le PAM. Plusieurs secteurs de la ville sont touchés par le sinistre. Mais ce qui retient l'attention, c'est le site des personnes déplacées qui a été fortement emporté par les eaux. L'actualité au Burkina Faso reste aussi marquée par le coronavirus et nous soulevons cette question dans ce journal. Les personnes vivant avec un handicap sont-elles soutenues et sont-elles prises en compte par les mesures de prévention contre le Covid-19? Pas évident puisqu'elles ont du mal à s'adapter et à mettre en pratique les mesures barrières. Dans ce journal, vous entendrez le cri de cœur de certaines d'entre elles. Quand la mesure de la quarantaine crée d'autres soucis aux citoyens burkinabés, c'est ce qui se passe pour ceux qui veulent entrer ou sortir des villes concernées. L'obtention d'un bon d'entrée ou de sortie n'est pas chose aisée pour les usagers. Vous les entendrez dans ce journal ainsi que l'autorité qui donne aussi ses explications. À l'étranger, le Canada est endeuillé par une fusillade qui a fait au moins 16 morts. Les faits se sont passés hier dimanche sur la côte est du pays. Des détails à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, à Kongoussi, dans le centre-nord, une forte pluie tombée dans la nuit d'hier à aujourd'hui a occasionné d'énormes dégâts. La pluie a provoqué une inondation qui a surtout touché le site des personnes déplacées internes. Plusieurs d'entre elles ont vu leurs abris détruits ou emportés par la pluie. Les eaux ont également emporté ce que ces personnes avaient comme vivres et autres produits de première nécessité. Et à la suite donc de ces images, je vous propose d'écouter un sinistré. Vraiment, cette pluie a été une surprise pour nous. Nous avons perdu beaucoup de choses, des habits, de l'argent, le bétail et le mille qu'on nous a donné. L'action sociale avait prévu de nous trouver un autre emplacement parce que ce site n'était pas bien indiqué. Mais la pluie a surpris tout le monde. Voilà des images et une réaction rapportée par notre équipe qui vient juste de rentrer de Kongoussi. Le reportage complet à suivre dans nos éditions de demain. Et cette brève, avant de poursuivre, une brève à propos des allégations d'exécution sommaire dans la ville de Djibo, selon des témoignages rapportés par des ONG de défense des droits de l'homme comme Human Rights Watch. Les faits se seraient déroulés le 9 avril dernier. Des sources qui mettent en cause les forces de défense et de sécurité. Et selon nos informations, des instructions ont été données aux responsables de la justice militaire dès le lendemain pour l'ouverture d'une enquête afin de faire toute la lumière sur les faits dans les meilleurs délais. Nous abordons à présent l'actualité dominante au Burkina Faso, à savoir le Covid-19. Les chiffres de ce lundi 20 avril font état de 5 nouveaux cas confirmés, dont 4 à Ouagadougou et 1 à Bobo-Dioulasso. On note également 19 nouvelles guérisons portant à 357 le nombre de personnes guéries et malheureusement 2 décès. À ce jour donc, ce sont 186 cas de coronavirus qui sont sous traitement au Burkina Faso. Le coronavirus était le motif de la fermeture du grand marché de Ouagadougou depuis le 26 mars dernier. 3 semaines après, les portes de Rodoko s'ouvrent à nouveau à la grande satisfaction des commerçants. Mais pour les autorités communales, il n'y a pas question de renouer avec les vieilles habitudes en matière de respect des consignes pour barrer la route à la maladie. Nongba Kouda et Issa Kanana. C'est un nouveau départ pour Awaya Mouigo, commerçante de produits cosmétiques au grand marché de Ouagadougou. Après plus de 3 semaines passées à la maison, c'est avec joie que Dame Yamouiro retrouve ses étals ce lundi matin. Ça n'a pas été facile pour nous aussi de rester à la maison et d'attendre. Bon, c'est vrai que moi je suis une femme, mais souvent j'épaule un peu aussi mon mari. Donc ça n'a pas été facile pour moi surtout. Mais je vous remercie et je prie Dieu que tout ce qu'on a perdu en restant à la maison, qu'on puisse récupérer, qu'on puisse avoir le marché, que ça se relève encore pour qu'on puisse survivre. Le soulagement, c'est également le sentiment de nombreux commerçants de Rodoko ce 20 avril. Chacun pressé de rouvrir sa boutique. C'est le nouveau départ.
On a déjà contrat. Parce qu'on a fait 3 semaines à la maison. Pour Maziel, c'était difficile. Quand on a tenu comme ça là, vraiment je suis très content. Ce qu'on a eu ce matin, nous les commerçants, nous sommes joyeux, nous sommes organisés, nous sommes être prêts pour suivre les mesures qu'ils ont données comme les consignes du gouvernement et le ministère de la Santé. Roroko rouvre ainsi ses portes, fermées depuis le 26 mars dernier pour cause de Covid-19. Une réouverture qui intervient après le nettoyage et la désinfection de ce lieu de commerce. Et l'autorité communale dit veiller au respect strict des mesures de protection contre le coronavirus. Vous avez vu qu'avant d'aller laver nos mains, il y a un volontaire qui a pris notre température. Il sera désormais ainsi dans tous les marchés. Ensuite, il y a le lavement des mains. Et là également, nous avons mis des bacs avec de l'eau courante, avec une évacuation dans les égouts, pour ne pas créer d'autres problèmes avec le lavement des mains domestiques. Ça va être installé dans toutes les entrées. Il y a le sens de la circulation au niveau de Roroko qui a été réorganisé. Il y a la délimitation des espaces. Donc toutes les dispositions sont prises pour éviter une surpopulation et un brassage massif des gens qui vont fréquenter Roroko. Et pour une application diligente de toutes ces mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, ce sont plus de 300 volontaires des forces de sécurité qui sont mobilisés, Roroko devant servir de tremplin pour l'ouverture des autres marchés. Coronavirus enregistré à la date du 26 mars 2020 dans la province du Ganzourgou. Il s'agit de 2 femmes dont l'une est ressortissante de Mégué et l'autre de Zorgo. Aujourd'hui, les nouvelles sont bonnes pour ces 2 patientes admises au CHU de Tengango à Ouagadougou. Leur histoire avec le coronavirus nous est relatée par Siedi Rareyen et Ismaël Dilouma Sirima. L'un des cas positifs du Covid-19 dans le Ganzourgou a été recensé dans cette cour de la commune de Mégué. Il s'agit d'une dame de 39 ans, venue de Ouagadougou pour rendre visite à sa famille. 2 jours après son arrivée, elle ressent de la fièvre et des difficultés à respirer. Directement, elle se rend au CSPS du village pour une consultation. Quand elle est rentrée, on l'a interrogée. Elle a présenté tous les difficultés respiratoires. Un peu de fièvre, voilà, donc on a fait son interrogatoire. De cet interrogatoire, les agents du CSPS ont considéré la femme de 39 ans comme un cas suspect de Covid-19. Dès lors, l'infirmier chef de poste décide de retenir la femme et de la placer en isolement en attendant les prélèvements et les résultats. On garde là pendant 5 ans, 5 jours plus tôt, avant qu'ils viennent faire le prélèvement. 2 jours après, le prélèvement était positif. Donc, ils ont pris la décision pour l'évacuer à Tengano. Le second cas positif de Covid-19 dans le Ganzourgou a été enregistré dans la commune de Zorgo à la même période du 22 mars. Il s'agit d'une femme de 38 ans, enceinte de plus de 6 mois. Frappée soudainement par des douleurs à la gorge et des toux, elle se rend à la maternité pour une consultation. Après l'examen sommaire et les interrogatoires, les agents de santé soupçonnent le coronavirus. Ils décident ainsi de mettre la femme en isolement en attendant l'équipe chargée de faire les prélèvements. Au moment où nous avions donc suspecté le cas, nous n'avions pas de compétences à notre niveau. Donc c'est l'équipe d'intervention rapide de la direction régionale de la santé du plateau central qui a fait le déplacement et qui a procédé donc au prélèvement. C'était le 23 mars, je crois. Les résultats qui sont arrivés ont confirmé 2 cas positifs de Covid-19 à Mégué et à Zorgo. Les 2 femmes sont de ce pas transférées au CHU de Tengandogo le 26 mars. Pendant ce temps, leurs familles et leurs collègues sont priés d'observer un confinement sur une période d'au moins 14 jours. Nous avons interdit, personne n'est venu nous rendre visite parce que, comme c'est une maladie contagieuse, voilà. Maintenant, c'est des villages qui nous ont soutenus, de l'eau, comme à manger. Après un confinement de plus de 2 semaines, des familles et des proches, aucun cas positif n'a été signalé sur les sujets contacts ni à Mégué ni à Zorgo. Quant aux 2 dames contrôlées positives au Covid-19 dans le Ganzourgou et envoyées au CHU de Tengandogo pour des soins, on apprend que les nouvelles les concernant sont bonnes. À ce jour, elle est testée
négative le 13 avril dernier. Et actuellement, nous sommes en contact avec elle. Elle se porte très bien. La femme enceinte de 38 ans est également saine et sauve, de même que l'enfant qu'elle attend. Malgré ces bonnes nouvelles, les médecins continuent d'exhorter les populations à minimiser les déplacements et surtout à observer les gestes barrières. Et malgré ces nouvelles qui rassurent, il faut craindre la survenue d'autres cas de coronavirus dans le Ganzourgou. Et ce, au regard de certaines habitudes qui ont la peau dure et qui sont de nature à favoriser la propagation de la maladie. La réalité se constate notamment au niveau des sites de vente de biens de mille à Zorgo. Voyons cela avec Siedi Lareyen et Ismaël Ladiloma Sirima. Ici, on ignore ce qu'est l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes. Nous sommes dans des cabarets à l'air libre dans la commune de Zorgo. La bière de mille coule à flot et les calibas se passent de main en main. De plus, on semble ne pas savoir pourquoi appliquer les mesures de distanciation sociale. Il y a beaucoup de gens qu'on a placés comme ça. Mais comme ils veulent le regroupement, je crois qu'aujourd'hui, quelques-uns se sont approchés. Voilà pourquoi vous voyez l'affluence. Mais nous allons nous atteler à les disperser encore. Comme c'est le cabaret, les gens viennent d'un peu partout. Cependant, le maire de Zorgo reconnaît que ce n'est pas une raison pour multiplier les risques de propagation du coronavirus. Et c'est pourquoi il envisage déjà une stratégie. Nous allons tenter de déplacer les cabarets. Vous voyez, ici, il y a 2 ou 3 cabarets. Alors, il y a de l'espace vers l'autre côté, il y a un espace vide là-bas. Nous allons les déplacer pour que le regroupement soit moins dense que cela. L'un des succès de la commune de Zorgo en matière de respect des mesures prises pour stopper la propagation du coronavirus est la fermeture des marchés. Après une concertation avec les acteurs, les commerçants se sont pliés à la mesure. Cependant, il y a certains, comme cette dame, qui se demandent comment survivre dans de telles conditions. Les gens sont dans une situation de précarité qui les amène donc à vivre au jour le jour. Fermer du coup donc les marchés et appliquer donc les mesures restrictives, ce n'est pas dans nos habitudes. Malgré ce fait, les vendeurs et vendeuses du marché de Mégui ont accepté la mesure de fermeture de leur marché. La commune a cependant fait des ajustements pour permettre aux vendeuses de produits frais de pouvoir écouler leurs marchandises tout en observant les mesures de distanciation sociale. Et nous avons mis en place un dispositif de lavage de mains et nous avons sensibilisé également au port des masques et nous avons choisi des responsables qui sont ici, qui sont tenus de sensibiliser tous les jours tous ceux qui viennent acheter ou tous ceux qui passent à côté pour qu'ils puissent laver les mains et puis rentrer dans le marché. Et en ressortant, laver les mains puis repartir. Pour disséminer au maximum ces messages à Mégué tout comme à Zorgo, les autorités communales se sont attachées les services de volontaires pour des sensibilisations permanentes. Mesures barrières édictées pour éviter la propagation du coronavirus, a-t-on tenu compte de la spécificité des personnes vivant avec un handicap? Non, selon certaines d'entre elles, qui disent avoir du mal à appliquer les mesures de protection contre la maladie. Le cri de cœur des personnes vivant avec un handicap face au coronavirus est lancé depuis Manga par 2 femmes. Nous les suivons dans ce reportage de Rasmane Zundi et Amandine Lalsaga. La vieille Rasmata est handicapée moteur de naissance. Pour de longues distances, elle utilise un tricycle pour se déplacer. Mais pour les courtes distances, comme ici, dans son lieu de travail, il lui faut ramper ou marcher à 4 pattes. Celle qu'on appelle affectueusement Yaba, dans son quartier Siltuku de Manga, gère une borne fontaine. Difficile pour elle d'observer certains gestes barrières édictés contre le Covid-19. On a été oublié. On parle de mesures barrières, mais tout dépend du degré de ton handicap. Moi, par exemple, je suis souvent obligée de m'appuyer sur quelqu'un pour me lever. Et c'est comme les aveugles. Comment peuvent-ils respecter les mesures de distanciation? On dit de se laver fréquemment les mains et nous avons les mains constamment au sol. En plus, on ne nous donne rien pour nous protéger. Mais ce qui est bon dans tout ça, c'est qu'on a demandé aux gens de ne plus cracher ou se moucher au sol, même si ils ne respectent pas tous.
Je pense que même si la maladie passe, on doit garder ce bon comportement. Non loin de là, Laurentine Balima, qui a perdu une jambe, est très inquiète au regard de la propagation de l'infection à coronavirus. Selon elle, les personnes en situation de handicap devraient bénéficier de mesures d'accompagnement complémentaires et particulières. Avec les handicapés, vous savez comment aussi faire. Bon, vous pouvez leur dire de rester ce soir sur place. Bon, pour ceux qui se débrouillent pour pouvoir manger, vous aussi vous savez comment faire pour les aider. À la direction régionale de l'action humanitaire, on reconnaît que le problème est complexe. Sur le terrain, l'accent est mis sur la sensibilisation. Elle devrait rester à la maison parce qu'elle est obligée de ramper, de toucher les espaces communs et de manipuler des objets qui sont manipulés par tout le monde, alors qu'elle n'est pas apte à observer les règles d'hygiène. Il y a des personnes handicapées qui, sans vraiment le tutorat, sans l'aide de quelqu'un, qui ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas se mettre debout. Donc toutes ces personnes, tout l'entourage, il faut sensibiliser pour que cet entourage-là puisse d'abord observer les règles avant de toucher ces personnes. Donc nous faisons du porte-à-porte et le public cible qui nous vient dans nos locaux, nous profitons aussi et sensibiliser, donner les messages de sensibilisation qui sont édictés par le ministère de la Santé. Selon le directeur provincial de l'action humanitaire, pour la seule commune de Manga, on dénombre plus de 50 personnes en situation de handicap moteur et visuel. En attendant que des mesures spécifiques soient trouvées pour cette frange de la population, la vieille Rasmata vaque à ses occupations pour trouver de quoi survivre tout en observant tant bien que mal les mesures de distanciation sociale et de sécurité sanitaire. Autre sujet, toujours en rapport avec l'épidémie de coronavirus, et nous parlons de la quarantaine et de ses conséquences. Depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, les sorties et les entrées dans les villes sous quarantaine sont conditionnées à une autorisation préalable, un document délivré par les gouvernorats et les hauts-commissariats, mais dont l'obtention relève d'un parcours de combattant. Constat et explication à Ouagadougou, dans cet élément signé Paul David Bambara et Sekou Zongo. C'est une ambiance devenue ordinaire au gouvernorat du centre et au haut-commissariat du Kadiogo depuis l'entrée en vigueur de la quarantaine. Feuille de demande en main, ces usagers sont à la recherche d'autorisation de sortie de Ouagadougou. Certains pour des raisons administratives, d'autres pour des raisons de famille, mais quelle que soit la raison, l'obtention du précieux sésame relève d'un parcours du combattant. Depuis la semaine passée, on devait sortir en supervision pour superviser ceux qu'on a envoyés en stage de fonction. Maintenant, depuis la semaine passée, quand tu n'arrives pas avant 5 h du matin, tu ne peux pas avoir l'autorisation. On est là depuis 4 heures sous la pluie. Bon, on n'a pas encore obtenu gain de cause. Selon un arrêté interministériel en date du 1er avril, l'autorisation de sortie est délivrée par les chefs des circonscriptions administratives. Toutefois, le demandeur doit fournir un certificat médical approuvé par les services de santé compétents, ce qui expliquerait la procédure jugée complexe par de nombreux usagers. La délivrance de l'autorisation de sortie est conditionnée par un avis médical. Et c'est sur la base de l'avis technique médical que le demandeur de l'autorisation de sortie se présente au commissariat ou au gouvernorat pour obtenir l'autorisation de sortie. L'autre difficulté pointée du doigt par les demandeurs, la limitation du nombre des autorisations de sortie par jour. C'est 50 autorisations qui sont délivrées par jour. C'est ce qu'on nous a fait comprendre. Et que, bon, maintenant quand les gens arrivent, ils commencent ils ouvrent une liste. Si les 55 sont atteintes, c'est fini. 50 personnes par jour, quand vous regardez quand même, sur quelle base statistique, on va prendre 50 personnes par jour pour sortir de Ouagadougou. Pour le gouverneur, cela répond à la volonté d'éviter que le gouvernorat ne devienne un lieu de grand rassemblement au mépris des règles barrières. Ces services travaillent tout de même à tenir compte des cas les plus urgents, tels que les cas de maladie et d'obsèques. Il peut arriver qu'il y ait 200 personnes dans la cour le même jour pour solliciter une autorisation de sortie.
Alors qu'il faut aussi travailler à ce que le gouvernement ne soit pas un lieu de contamination. Il faut ajouter que les 50 là, c'est assez théorique. Parce que, quel que soit le moment, si le cas est assez sérieux, tel que pour des raisons de santé, pour des raisons des obsèques, il n'y a pas de moment pour établir ces autorisations de sortie-là. À la date du 17 avril dernier, le gouvernorat du Centre et le Haut Commissariat du Kadiogo ont délivré plus de 6500 autorisations de sortie. Nous mettons à présent le cap sur les hauts bassins où des jeunes s'engagent dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Ils sont plus de 300 jeunes volontaires qui seront très prochainement sur le terrain de la sensibilisation contre le Covid-19. Mais avant, ils suivent une formation sur la maladie à l'initiative du Conseil régional de la jeunesse des hauts bassins. Lamine Karantao, Siriki Miloko et Kaduru Menki. Tous engagés dans la lutte contre le coronavirus, ces jeunes volontaires, au nombre de 330, affûtent ici leurs armes dans le but de remporter la bataille sur le Covid-19. Une formation qui va leur permettre de discipliner les populations quant au respect des gestes barrières. Ces jeunes iront sur le terrain après leur formation comme des acteurs sensibilisateurs. Et en plus du volet sensibilisation, ces jeunes vont aussi constituer à travers les équipes de 10 une cellule de veille dans les différents quartiers pour véhiculer la bonne information, surtout ce qui permettra bien sûr d'éviter la psychose au sein de la population. L'approche préventive est la meilleure. Ensuite, maintenant vient la prise en charge et nous allons mettre tout ce qui est à notre moyen pour accompagner ces jeunes, les outiller et vraiment permettre qu'on puisse atteindre l'objectif visé par cette formation. Le Conseil régional de la jeunesse des Hauts-Bassins joue ainsi sa contribution dans la croisade contre cette maladie virale. Une initiative soutenue et encouragée par l'ONG Rêve Plus. Et pour les autorités régionales engagées dans la riposte, cette initiative vient à point nommé. Les jeunes ont eu une bonne initiative. Je voudrais les encourager et remercier aussi l'ONG Rêve Plus qui a mis à leur disposition les moyens pour pouvoir donc tourner dans la ville, dans la région et sensibiliser les gens au port du masque, au lavage des mains, aux distances qu'il faut observer. Et je pense qu'avec cette formation et ce nombre de jeunes, nous pensons que nous allons considérablement réduire donc, la propagation de la maladie dans notre région et partant surtout dans la ville de Bobo. Bobo Dioulasso est la deuxième ville la plus touchée après Ouagadougou en termes de malades souffrant de Covid-19. Et aux organisateurs de rassurer que cette activité n'est que le début d'une série d'autres qui verront le jour très prochainement. Le but étant d'épauler le gouvernement dans cette croisade contre le coronavirus. Ici, dans la région du centre, des jeunes sont également en première ligne d'une autre initiative de sensibilisation sur le coronavirus. Réunis au sein d'une association, ils ont choisi la stratégie du porte-à-porte pour parler de la maladie à la population, notamment aux personnes vulnérables. À cela s'ajoute la remise de kits de protection aux ménages ciblés par la sensibilisation. Pour David Bambara et Sekou Zongo. Quartier Goudrin de Ouagadougou, la mobilisation sociale agit contre le Covid-19. Young Women Christians Association Burkina Faso sensibilise contre le coronavirus et la stratégie retenue est le porte-à-porte. La cible de cette action citoyenne, les personnes vulnérables de ce quartier non loti de la capitale. Après quelques mesures de protection développées par les filles de l'association, ce sexagénaire reçoit un kit d'accompagnement. Je retiens qu'on doit se saluer sans se serrer les mains et en plus en revenant de la ville, il faut bien se laver les mains avec du savon. Je vais le pratiquer et j'invite tout le monde à faire de même.
Nous vous remercions beaucoup pour le don et le souci de nous protéger contre cette maladie. Au total, 55 ménages vulnérables dans ce quartier bénéficieront de ce soutien de Young Women Christian Association Burkina Faso. L'action consiste à sensibiliser les populations vulnérables sur les mesures préventives et leur donner des kits constitués de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, des masques et du savon. Cette action de sensibilisation contre le coronavirus au quartier Goudrin de Ouagadougou est appuyée par le mouvement citoyen Génération Adama Kanazoué pour le Faso GKF. Les gestes de soutien et de solidarité s'expriment en majorité à l'endroit du ministère de la Santé pour une riposte efficace contre le coronavirus. Ce matin, le ministère a reçu plus de 47 millions de francs CFA de la part de 2 banques de la place et d'une association de commerçants. À ce soutien financier s'ajoute du matériel estimé à plusieurs millions de francs CFA. Des détails complets avec Jean-Eudes Bayala et Amandine Lalsaga. L'élan de solidarité contre le Covid-19 se poursuit ici au ministère de la Santé. L'institution financière Ecobank Burkina met à la disposition des autorités sanitaires un chèque de 25 millions de francs CFA et du matériel médical. Le tout d'une valeur estimée à plus de 45 millions de francs CFA. Le soutien aux populations a toujours été au cœur de nos projets. Nous faisons face aujourd'hui à un grand défi. Un grand défi qui est ce virus Covid-19 qui est en train de créer des dégâts tant au niveau sanitaire qu'au niveau économique. Et nous devons tous nous unir pour vite combattre ce virus. À la suite de Ecobank Burkina, la Banque de l'Union du Burkina Faso apporte sa contribution. La BDU remet un chèque de 20 millions de francs CFA plus un lot de masques, des gants et du gel hydroalcoolique. Nous savons aujourd'hui que la lutte contre cette pandémie, certes, les autorités du pays sont devant, mais également doivent être appuyées par l'ensemble de la population, par l'ensemble des acteurs économiques. C'est pour cette raison la Banque de l'Union Burkina Faso a jugé nécessaire de faire une contribution dans le cadre de cette lutte. Autre soutien reçu par le ministère de la Santé, celui de l'association des jeunes commerçants du Bobo-Dioulasso résidant à Ouagadougou. Ces commerçants donnent ici une enveloppe de 2 500 000 francs CFA. Nous venons de donner un don de 2 500 000 au Trésor pour lutter contre le coronavirus. Parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens, sinon nous pouvons faire un effort plus que ça. Parce que nous voyons que Burkina Faso a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Parce que nous sommes les ressortissants à Bobo, résidents à Ouagadougou. Actuellement, beaucoup de commerçants sont bloqués, ne peuvent pas aller rendre visite à leurs familles. Ensemble de nous tous, si nous combattons ce virus, nous pouvons circuler tranquillement et les activités de Burkina Faso seront marcher. À travers ce geste, l'association entend jouer sa partition dans la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. À l'étranger, les États-Unis sont désormais le pays le plus touché au monde par le coronavirus. Le pays dirigé par Donald Trump enregistre plus de 40 000 décès à ce jour. Le nombre de décès journaliers ne fait que progresser avec plus de 2000 victimes en 24 heures. Développer la capacité de test des États-Unis, c'est le nouvel objectif de Donald Trump pour lutter contre le coronavirus. Pour cela, il compte s'appuyer sur une loi des années 50 et pensée pour les temps de guerre. Nous allons finaliser un deuxième partenariat grâce auquel un fabricant américain transformerait son usine pour produire plus de 10 millions d'écouvillons supplémentaires par mois. Nous allons utiliser le Defense Production Act pour augmenter la production d'écouvillons dans une usine américaine de plus de 20 millions supplémentaires par mois. Une implication de l'État fédéral pour augmenter la production de tests était demandée depuis des semaines par nombre d'États américains, et notamment celui de New York. Alors qu'au niveau national, le nombre de morts liés au coronavirus a passé la barre des 40 000. La plus grande ville des États-Unis est toujours durement touchée, mais elle pourrait bien enfin avoir passé le plateau de l'épidémie.
Nous montrons quand nous pouvons contrôler la bête et quand vous fermez tout, vous pouvez réellement ralentir le taux d'infection. Mais nous ne sommes qu'à la mi-temps. Nous devons encore nous assurer que nous contrôlons cette bête. Nous gardons le taux d'infection bas, également le taux d'hospitalisation, car nous devenons tous très désireux de continuer à vivre et d'aller de l'avant. Mais ce n'est pas fini. Plus de 14 000 personnes ont perdu la vie à New York. À titre de comparaison, c'est seulement 2000 de moins que dans l'ensemble du Royaume-Uni. Et c'est en pleine épidémie de coronavirus que le Canada a connu une nuit d'horreur hier 19 avril. Un homme armé a tué au moins 16 personnes, dont une policière, dans la province de la Nouvelle-Écosse. De son histoire, c'est la pire fusillade que le Canada vient de connaître. C'est la fin de 12 heures d'une chasse à l'homme qui a tenu en haleine tout le Canada. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme de 51 ans a tué à travers l'État de Nouvelle-Écosse au moins 16 personnes selon un dernier bilan. Parmi les victimes figure une policière. Le tireur Gabriel Wortman a été tué lors de l'opération. Selon les médias locaux, il était prothésiste dentaire dans une petite ville de l'État. C'est la tuerie la plus meurtrière de l'histoire du Canada. Un pays peu habitué à ce genre de drame. Concernant les événements qui se sont déroulés à Portapique en Nouvelle-Écosse, je sais que nous avons tous regardé les informations à ce sujet. Je suis de tout cœur avec tous ceux qui sont touchés par cette terrible situation. Je tiens à remercier la police pour son travail acharné et les gens pour leur coopération avec les autorités. Pour l'instant, selon les enquêteurs, les motivations du tueur demeurent inconnues. Les victimes n'avaient, semble-t-il, aucun lien avec lui. Était-ce alors un geste spontané? Difficile à croire, car durant la chasse à l'homme, Wortman a roulé à bord d'une voiture identique à celle utilisée par les policiers. Au Canada, jusqu'ici, la tuerie de masse la plus grave avait fait 14 morts. C'était à Montréal, en 1989. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi de votre fidélité à la RTB.